Salut, bienvenue sur Lambdaman. Comme tu l'auras vu dans le titre, je m'attaque à un monstre du manga, ou plutôt ici je te le présente par l'anime, que beaucoup connaissent je suppose. Je vais essayer de te révéler des choses sur Goldorak ou comme on l'appelle au Japon, UFO Robo Grandizer. Mais par où commencer? Peut-être par ce que nous connaissions étant gamins. Alors tout commence par l'arrivée d'Alcor dans sa soucoupe appelée Oveter, qui se pose au ranch du Bouleau Blanc, ce qui nous permet de faire connaissance avec quasi tous les intervenants, le professeur Procyon et ses assistants Monsieur Argoli, Monsieur Antares et Monsieur Koshir, mais aussi Venusia, Mizar son petit frère, Rigel leur père, et Actarus bien entendu, dont une certaine tension est déjà palpable entre lui et Alcor. Il vient d'un centre spatial américain, la NASA, pour observer les visiteurs de l'espace et essayer d'entrer en contact avec eux. Malgré les mises en garde d'Actarus, il remontera un peu plus tard dans sa soucoupe pour aller vers un ovni. Bien sûr, cette navette fait partie de l'armée de Vega, une armée extraterrestre, et Alcor va subir leur attaque. Finissant en mauvaise posture, Actarus est alors obligé de prendre les devants et de courir chercher Goldorak qui sort de terre pour la première fois à l'intérieur même du centre de recherche où il avait été caché. Il ne lui faudra pas longtemps pour balayer les navettes insignifiantes, mais devra faire face à un Golgoth, sorte de robot géant que l'armée de Vega construira à la chaîne. Et après avoir fait une petite démonstration des quelques possibilités de Goldorak, le Golgoth sera vite détruit et va sonner le début de l'aventure. Tu découvriras des Golgoths qui sont les robots autonomes de Vega, les Antirak qui sont ceux avec pilote, et d'autres machinations de cette armée qui deviendront cultes. D'autres intervenants viendront agrémenter l'histoire, tantôt pour apporter de l'humour, si on veut, tantôt pour ajouter du suspense et des découvertes. Bien entendu, l'Oveter d'Alcor va se voir très vite ajouter des missiles, pas toujours très efficaces, pour ensuite voir une deuxième version, qui n'ira pas bien loin, et finalement, enfin, voir sortir l'appareil connu par tous, l'Alcorak, ainsi que les autres versions, suivant le terrain où ils vont devoir évoluer. L'histoire aura une ligne directrice continue pour aboutir à une vraie fin. Ce sont les studios Toei Animation en association avec un autre dont je t'expliquerai plus tard qui se sont chargés de faire cette série. Studio qui a aussi fait Dragon Ball, One Piece et beaucoup d'autres très connus. Par contre, pour une fois, je suis plus fan de la version française, même s'il y a des incohérences et même si Goldorak a beaucoup plus de noms techniques en japonais. Mais c'est peut-être aussi de la nostalgie pour les voix françaises qui nous ont accompagnés tout ce temps, et qui me semblent quand même bien choisies. Mais passons maintenant à quelques révélations. Quelles sont les différences avec le manga? Je vais devoir le comparer à celui qui s'en approche le plus. Oui, je t'expliquerai. Bon, là je vais devoir spoiler un peu dans les différences, mais déjà au niveau graphique, c'est Gosaku Ota, un collaborateur de Gonagai, qui a réalisé les dessins et... le manga fait pas très envie. Il suffit de voir comment sont dessinés Alcor, Actarus, Venusia, le professeur Procyon, Rigel... Non, Rigel ça passe. Mais les proportions, les incohérences physiques et j'en passe, ça pique vraiment. Mais rien que pour son côté pionnier, je ne regrette pas de l'avoir. Mais pourquoi pionnier? Eh bien son auteur très particulier, Kiyoshi Nagai, mondialement connu sous le nom de Go Nagai, qui a plus de 360 œuvres à son actif, et oui, fut le premier à mettre en scène des robots géants pilotés de l'intérieur. Et s'il y a autant de différences entre les mangas et l'anime, c'est parce qu'il avait créé sa propre société de production, Dynamic Planning, et qu'ils ont lancé en même temps deux supports indépendamment. C'est donc ce studio, en collaboration avec la Toei, qui se sont chargés de l'anime. C'est également la Toei qui donnait son accord pour les chara-design des personnages et des diverses machines. Bon, et le reste alors? Eh bien, ce manga nous montre un Alcor très pervers qui s'imagine sauter sur Venusia façon Tortue Géniale. Non, pire. Alors que l'on apprendra qu'il avait une sorte de copine qui se joindra d'ailleurs à l'histoire un peu plus tard. Je dis une sorte car même leur relation est particulière. On découvre un Actarus apparemment plus jeune qu'Alcor et amnésique, qui ne se souvient pas d'où il vient ni ce qu'il a subi, et qui partira même de la Terre à un moment frustré de la façon dont il aura été traité. Mais le plus surprenant sera probablement le professeur Procyon. Nous avons tous cette image paternelle d'un homme sage et bon, protégeant les autres avant lui, faisant passer le côté pacifique avant la guerre. Il ne voulait d'ailleurs pas activer le fameux cérébro-ordinateur qui leur permettrait de se défendre.
Ici, nous aurons un professeur Procyon ne reculant devant rien pour accomplir la mission d'éradication de l'ennemi, quitte même à sacrifier la famille, les amis, essayant également de se servir d'Actarus, bref, un personnage à l'opposé de ce qu'on connaît. Mais et l'histoire dans tout ça? Eh bien, le début est plutôt similaire, sauf Actarus qui est amnésique, mais ne le restera pas longtemps. Nous allons apprendre plus tard que les parents d'Actarus ont été beaucoup plus sauvagement tués que dans l'anime. Le prince d'Euphor va d'ailleurs trébucher sur la tête coupée de sa mère en cherchant ses parents dans les flammes, et Goldorak est en fait une création d'Euphor plutôt que de l'armée de Vega, d'où l'invasion pour pouvoir s'en emparer. Mais la suite des actions de l'histoire sera beaucoup plus light, sous des airs un peu enfantins et des réactions beaucoup plus immatures. Mais par contre, les chapitres qui vont suivre vont ouvrir beaucoup plus l'univers que l'on connaît, et révéler certaines choses beaucoup plus étranges de façon un peu morcelée, mais c'est peut-être mon ressenti qui me fait penser ça. Nous allons apprendre qu'une autre civilisation très puissante se trouve au fin fond des océans, et qu'elle aurait déjà combattu Alcor par le passé. Ce côté-là est pour d'autres révélations, bien que lors de l'arrivée d'Alcor dans le premier épisode, on nous montre déjà certaines images qu'il nous est impossible de comprendre sans ce que je vais vous expliquer un peu plus tard. Un autre événement dont il y a eu le hors-série L'attaque du Dragosaure provoquera aussi l'association de tous les robots disponibles au Japon, avec l'incohérence de voir l'Alcorak qui va être seulement construit dans les tomes suivants, mais bon, s'il n'y avait que ça. L'épisode 25 avec Aphélie sera commun au manga. Hydargos ne durera pas toute la saga comme dans l'anime. Minos et son double féminin vont bien être gravement blessés, ce qui modifiera son chara-design. Oros va bien le rejoindre, mais Minos va subir d'autres choses pour le moins surprenantes et le but d'Oros va finalement se révéler pas si mauvais que ça. Mais c'est la fin qui va être un peu... non, vraiment très bizarre. La fin du grand stratégaire, chef de l'armée de Vega, ne sera pas celle qu'on lui connaît. Mais c'est surtout la toute fin qui va être plus que perturbante. Franchement, quand on lit le manga, on découvre une toute autre histoire. Par contre, certains Golgoth, Anterak et Monstrogoth vont être reconnaissables, mais alors que l'anime nous les montre un par épisode, rarement plus, dans le manga ils n'hésitent pas à en envoyer plusieurs, et donc ils n'auront pas le développement que nous leur connaissons. En voici quelques-uns qui devraient peut-être rappeler quelques souvenirs, car certains sont vraiment restés gravés dans la mémoire. Par contre, cette notion de Golgoth et Anterak est une particularité de la version française, alors qu'ils s'embrouillaient eux-mêmes dans cette distinction. Remarque, dans l'anime, tous les méchants appellent aussi le prince d'Euphor Actarus, alors que c'est le nom que le professeur Procyon lui a donné, et donc ils ne sont pas censés le connaître. Mais ceci est corrigé après le fameux épisode 25. Ils se sont sûrement rendus compte que ce n'était pas logique qu'Aphélie l'appelle Actarus. Tu verras que Oros trouvera aussi des stratégies qui vont vraiment poser des problèmes à Goldorak ainsi qu'à Actarus. Et dans le manga, la jauge d'énergie de l'incroyable robot posera plusieurs fois quelques soucis, alors que dans l'anime, cela n'arrive qu'une fois, voire presque deux. La copine d'Alcor, Sayaka Yumi, va aussi se révéler un personnage important pour cette fin très particulière, mais un peu grâce à une facilité scénaristique en quelque sorte, alors qu'elle a toujours été au deuxième, voire au troisième plan. On ne ressentira pas cette tension dangereuse pour Goldorak lors du premier Monstrogoth, ou ce Golgoth qui me mettait mal à l'aise quand j'étais gamin. Pas de division ruine non plus, même si on en voit le symbole, mais une révélation sur la technologie qui dirige les Golgoths. En effet, ce serait le cerveau modifié d'anciens amis d'Actarus. Cet aspect a juste été mentionné dans le fameux épisode 25 de l'anime, mais sera vite oublié, alors que dans le manga, certains vont même retrouver leur esprit et se ranger aux côtés de Goldorak. Franchement, les différences sont énormes par moments, et à d'autres, on comprend d'où est venue l'inspiration. Une chose que tu ne sais peut-être pas, c'est que Goldorak, ou Grandaisa, n'a pas eu un bon accueil au Japon. Parce qu'il faut savoir que si chez nous, en Belgique, France ou encore au Québec, Goldorak fut une découverte totale, chez eux par contre, ainsi que certains pays européens comme l'Italie, l'Espagne, même aux USA, ils avaient déjà eu les prémices de cette saga. Mais ce n'était pas Actarus le héros, mais Alcor. C'est de là que vient la grosse différence dont j'ai fait allusion avec le fait qu'il avait déjà combattu un ennemi très puissant. En effet, Alcor, qui ne s'appelle pas comme ça dans la VO, mais Koji Kabuto, d'où le K sur son t-shirt dans le manga, est le petit-fils d'un grand savant, Juzo Kabuto, qui a créé Mazinger Z. Mais après une attaque du Dr L, qui est un scientifique brillant et mégalomane qui veut conquérir le monde, le grand-père de Koji décédera.
et lui laissera les commandes de ce super robot. À la fin de cette saga apparaît un nouvel envahisseur sous l'Empire Mycène, que nous découvrirons également dans le manga Goldorak. Ce nouvel envahisseur est trop puissant pour Mazinger Z, et c'est là que nous apprenons que le père de Koji, Kenzo Kabuto, a lui aussi créé un robot plus puissant, Gret Mazinger. Mais il ne va pas le donner à son fils, mais à Tetsuya Tsurugi, un orphelin qu'il a adopté. Bon, je vois que ça devient obscur, alors je vais te présenter ça un peu plus clairement. Au sommet de l'arbre généalogique, nous avons Juzo Kabuto, un grand savant, qui a créé Mazinger Z, et l'a légué à son petit-fils, Koji Kabuto, ou Alcor, avant de se faire tuer par le Dr L. Le père de Koji, Kenzo Kabuto, grand savant également, a créé le Gret Mazinger, et a adopté Tetsuya Tsurugi, Antares en version française, un orphelin qui va se retrouver aux commandes du nouveau robot. Koji va ensuite aller étudier à la NASA, qui le conduira auprès du professeur Procyon, ou Genzo Umon en version originale, qui lui a adopté Actarus, Daisuke Umon en VO. Et son nom d'habitant de Fort est Duke Fleet. Oui, c'est moins vendeur que Prince de Fort, et qui lui est en conflit avec l'armée de Vega. Bon, on reprend. Il faut savoir que Koji, le héros de l'histoire, est très intelligent. Il va combattre le fameux Empire Mycène avec Tetsuya, empire que l'on découvre vaincu mais pas à 100% dans le manga Goldorak, où Koji, ou Alcor, sera relégué au second plan derrière Actarus en le faisant passer pour un comique pervers et immature. Tu comprends donc pourquoi les Japonais n'ont pas fait un très bon accueil à Goldorak. C'est comme pour Dragon Ball où à la fin tu as un Goku adulte, responsable, conscient de son rôle de père et de protecteur, et ensuite tu passes à Dragon Ball Super. Bien que là c'est toujours lui le héros principal au moins. Alcor, ou plutôt Koji Kabuto, était déjà une sommité pour les Japonais, et il a été relégué ici au second plan, passant pour un abruti impulsif, alors qu'il est le fils et petit-fils de savants renommés, qui ont créé 2 super robots très puissants. De plus, il est lui-même scientifique, un intellectuel de génie. D'ailleurs, tu peux le voir dans le long métrage Mazinger Z Infinity, sorti en 2017, qui lui rend son honneur et où tu verras également le fameux Dr L. Au niveau de l'anime, Goldorak aura droit à 2 saisons de 26 épisodes et une 3e de 22, ce qui nous fait un total de 74 épisodes. On avait l'impression qu'il y en avait plus, pas vrai? Si les autres sagas t'intéressent, malgré le fait qu'elles ont méchamment vieilli, Mazinger Z compte lui 92 épisodes et Gret Mazinger 56. Pour ce qui est des mangas, c'est chez les éditions Black Box qu'il faudra aller voir. Mazinger Z est fini en 6 tomes et il y a 1 tome pour Gret Mazinger. Pour Goldorak, ça se complique. Il y a une série de 4 tomes dont je t'ai fait le comparatif avec l'anime, mais ceux-ci sortiront en 1976. 76. Ce qui en fait un reboot en quelque sorte, car il y avait déjà 1 tome dessiné par Go Nagai lui-même sorti en 1975, 75, en même temps que l'anime, et qui est une version différente du Goldorak en 4 tomes, ou même de l'anime, avec un début très expéditif, du genre « Salut, je suis le prince de Fort, conduis-moi à ton chef ». C'est un peu particulier et ça aurait pu finir différemment. Alors comme ça, vous êtes le prince de Fort? Vous avez traversé tout l'espace, c'est ça? Ah, merci de me l'avoir amené. Oui, on va s'occuper de vous, vous tracassez pas. On va vous faire une place. Oui, vous pouvez aller. De quoi? Vous allez chercher après des ovnis? Bah écoutez, vous pouvez rester, on a encore de la place, hein. Oui. Cette version particulière est inachevée, et c'est à partir de celui-ci que le hors-série Goldorak contre Gret Mazinger sera tiré en 1976 ou 76. Dans ce tome, comme dans l'édition en 4 volumes, et comme dans toutes ses œuvres d'ailleurs, nous constaterons que Go Nagai, contrairement au studio Toei et Dynamic, ne s'inquiétait pas trop que son œuvre ne soit pas vraiment tout public, car entre ses mains, certaines scènes sont beaucoup plus grivoises, mais surtout les ennemis emploient des moyens beaucoup plus sournois, comme tu peux le constater. Mais en plus, ils n'ont pas peur de montrer des morts, des têtes décapitées, ou même de broyer des enfants. J'avoue que c'est assez osé quand même. Il y a aussi 2 autres tomes édités en 2014 intitulés Grandaiza Giga, qui est en fait un 2e reboot de Goldorak. Comme tu peux le voir dans ce trailer, tout le chara-design a été refait. Il sera également un crossover pour une autre œuvre de Go Nagai, Cutie One.
et Goldorak est plus futuriste. Il fait d'ailleurs penser à certains moments à une gravure de l'Empire Mycène. Et tu remarqueras aussi qu'il y a un peu plus de fanservice. Mais c'est quoi le fanservice? Eh ben c'est le fait de rendre les personnages plus attirants, de donner des courbes très généreuses aux demoiselles et de les dévoiler pas toujours très subtilement, ou un corps musclé aux messieurs juste pour attirer un certain public qui y serait sensible. Ce reboot reprend presque la trame de base du manga en 4 tomes, dont l'amnésie d'Actarus qui s'appelle cette fois Daisuke Uryu et non Umon. Avec quelques arrangements pour l'introduction car il est collégien ici. Mais la suite de l'histoire par contre sera une succession de combats car l'auteur voulait se faire plaisir à ce niveau apparemment. Faire des reboots et des crossovers de ses œuvres ne sont qu'une petite partie de l'excentricité de ce mangaka hors norme qu'est Go Nagai. Je te mets en description le lien de ce trailer, dynamique et haut en couleur, qui laisse croire qu'il y a ou aura un anime, mais je ne trouve rien à ce sujet. Ce qui est particulier, c'est que l'anime, comme le one-shot dessiné par Go Nagai, sont sortis la même année, en 1975 ou 75. C'est comme si Go Nagai avait voulu faire une version pour lui, et qu'avec les deux studios, une autre version a vu le jour, mais probablement par le fait des concertations et approbations du studio Toei. Et de plus, pourquoi en faire encore une autre version papier avec un de ses collaborateurs l'année suivante? Et encore une autre en 2014, car du coup cela nous perd un peu, et j'avoue que ce fut pas facile de s'y retrouver pour faire cette vidéo. Ah, petit bonus juste pour le plaisir, il existe un débat sur internet à propos de l'utilité de la rotation du siège lors de la séparation de Goldorak avec sa soucoupe. Certains trouvent des explications très humoristiques du genre que cela lui permet d'aller aux toilettes, de boire un coup. D'autres disent que par souci d'esthétisme, il n'y a pas de rétroviseur sur Goldorak et que du coup, c'est pour vérifier qu'il n'y ait pas un de Golgoth qui la lui fera à l'envers. Ou encore tout simplement, qui résistera à l'envie de jouer avec un siège pivotant. J'aime bien celle-là. Mais ces déplacements particuliers, qu'ils soient une fantaisie ou une chose bien réfléchie de son auteur, a quand même une certaine logique. En effet, lors de la descente du siège, celui-ci est vraisemblablement maintenu par l'arrière, un peu comme les systèmes isofix de nos voitures. Et arrivé en bas, ce système ne permet pas de le pousser. De plus, ce système appartient à la soucoupe, et là le siège est désormais dans le robot. Ce système doit donc lâcher le siège et attendre qu'il se représente pour le remonter lors de son retour. Du coup, pour la pousser, il était hors de question de mettre des vérins de cette longueur dans le robot, sans qu'il ne soit problématique au niveau encombrement. Donc il fait une première rotation pour qu'un autre système puisse l'amener un peu avant le pupitre. Et ce mouvement effectué, celui-ci n'étant pas dans le bon sens, doit faire une dernière rotation qui permet à un autre système de le prendre et de le sécuriser dans le poste de commande, car l'articulation du coup ne permet pas que le second système soit continu. Voilà, c'est pourtant logique, non? Bon, assez plaisanté. Un autre petit bonus, ou plutôt une info très intéressante, en automne de cette année 2021 va sortir chez Kana une histoire inédite approuvée par Go Nagai lui-même. Cette œuvre, réalisée grâce à plusieurs grands noms de la BD française, à savoir Xavier Dorizon, Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Santenac et Johan Guyot, se passerait au moins 10 ans après le dernier épisode de l'anime. Goldorak va donc devoir revenir pour une ultime mission, et en voyant juste ce visuel, ça risque d'être difficile et inquiétant pour le robot légendaire. Beaucoup de fans aussi se sont lancés dans des projets qui nous ont fait croire que Goldorak allait être adapté en film. Il y a d'ailleurs sur YouTube beaucoup de vidéos dont certaines ne sont vraiment pas mal faites, et quand on voit Pacific Rim, on se dit que cette adaptation est possible à présent. Mais on a quand même du mal d'y croire. Toutefois, en essayant de le faire revivre par des projets comme celui-ci, qui sait, ça peut donner des idées aux maisons de production. Je te mets aussi en description les différents génériques que j'ai pu trouver, en espérant qu'ils restent toujours accessibles là où ils sont, car je n'ai pas pu te les mettre en vidéo directement sur ma chaîne, pour des raisons évidentes de droit d'auteur. Tu verras, ça te rappellera des souvenirs aussi. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et que j'ai pu t'apprendre 2 ou 3 petites choses sur ce pilier de notre enfance. Il y avait encore des choses à dire, mais la vidéo est déjà assez longue je pense. N'oublie pas les petits gestes qui font plaisir et sur ce, prends soin de toi. Salut!